Cher André Makin, c'est toujours un grand plaisir de vous accueillir à Nancy. La dernière fois que vous étiez ici, c'était en 2016, au Livre sur la Place. Vous veniez de publier L'archipel de votre vie, magnifique roman. Et vous étiez à quelques semaines de votre réception officielle d'entrée à l'Académie française. Alors, en quelques mots, car tout le monde vous connaît, donc je ne vais évidemment pas vous présenter. Juste rappeler que, bien sûr, vous êtes né en Russie, ou plutôt en Union soviétique, orphelin, enfant bilingue, puisque votre langue grand-maternelle était le français. Vous êtes arrivé en France en 1987, votre langue d'écriture étant dès le début le français, là encore. Et 8 ans après votre arrivée, c'est encore unique dans l'histoire des prix littéraires. Vous avez remporté pour un roman merveilleux dans lequel chaque phrase était un chant d'amour à la langue française, le Testament français, à la fois le prix Goncourt, le Goncourt des lycéens et le prix Médicis. Les tirages ont été immenses. Le Testament français est encore aujourd'hui dans les programmes des lycéens et vous ont fait connaître du grand public. Alors, vous avez publié en tout une vingtaine de romans, et si vous êtes ici à nouveau aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques jours, aux éditions Grasset, est paru votre nouveau roman, Au-delà des frontières, un roman dont nous allons parler, bien sûr, pendant une grande partie de cette rencontre, encore que j'espère à la fin avoir le temps de poser quelques questions à l'académicien aussi. Mais avant d'entrer dans le livre, je voudrais juste vous poser une question plus générale. Je vous ai entendu il y a quelques jours sur France Culture. Vous disiez que ce livre avait été difficile à écrire pour vous, qu'il avait été un défi d'écriture, un défi d'idées. J'ai presque eu la sensation que cela avait été un devoir pour vous. Est-ce que la littérature, à vos yeux, doit éveiller les consciences, doit avoir ce rôle-là, doit faire réfléchir? Et est-ce qu'avec ce livre-là, c'est ce que vous avez voulu faire? Oui, un des écrivains russes les plus célèbres a exprimé ainsi sa mission. Il a dit « Nous ne sommes pas des médecins, nous sommes la douleur ». Et donc, cette phrase m'a souvent guidé. Nous n'avons pas à donner des leçons de morale, parce que l'écrivain n'est pas un moraliste. Il ne doit pas expliquer dans ses livres ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Il doit faire un constat de ce qu'il voit. D'ailleurs, Péguy, ce grand poète français, le disait très bien. Il disait il faut avoir le courage de dire ce qu'on voit, mais encore plus de courage pour voir ce qu'on voit. Parfois, on met des œillères, on ne veut pas remarquer certaines choses qui nous révoltent dans la vie quotidienne, n'est-ce pas, dans la vie sociale. Mais cet appel de Péguy de voir ce qu'on voit et de dire ce qu'on voit m'a guidé aussi dans ce livre. Ne pas avoir d'œillères, ne pas avoir quelques réticences politiquement correctes pour cacher sous le tapis ce qui nous agresse mentalement, intellectuellement chaque jour. Oui, alors nous allons justement maintenant parler au-delà des frontières. Lorsque l'on entre dans le livre, je vais le dire très franchement, on est d'abord surpris. On se dit, mais qu'est-ce qui arrive à André Makin? Il expose des idées que vous avez dit à la Grande Librairie il y a quelques jours, monstrueuses, donc je reprends votre adjectif, en tout cas identitaire, réactionnaire, antisémite. Et puis très vite, on comprend que ce n'est pas le narrateur qui parle, mais qu'en fait, c'est un manuscrit c'est l'écrivain avec le talent a fait monter un peu le suspense. C'est un manuscrit qui ouvre votre livre, qui a été envoyé au narrateur, que l'on peut peut-être appeler André Makin, mais enfin on va dire le narrateur. Pour simplifier, oui. Voilà, par la mère du jeune homme qui l'a écrit, en espérant qu'il soit publié. Et ce manuscrit, alors, part d'une idée inspirée probablement du grand remplacement. Enfin, c'est le grand déplacement de toutes les élites
politiques, journalistiques, les people, etc., qu'on envoie en Libye pour reconstruire une France neuve, mais une France qui, évidemment, n'a pas le bonheur non plus. Cette idée, comment l'avez-vous eue? Parce que derrière le jeune homme et son manuscrit, il y a quand même l'écrivain qui a publié le brûlot. Il y a deux choses. D'abord, je ne dirais pas monstrueuse, je dirais plutôt scandaleuse. Un journaliste dans le journal La Provence a très bien défini, disons, la teneur de ce livre en disant que c'est un livre scandaleux au sens noble du terme. Bernanos le disait très bien, le scandale de la vérité. Et il disait le scandale ne consiste pas dans ce que la vérité exprime, mais dans l'impossibilité de la dire. C'est ça le scandale, ou dans la peur de la dire. Le vrai scandale, c'est quand on connaît la vérité, mais quand on ne la dit pas. Maintenant, c'est vrai que le déplacement, comme métaphore, oui, ce grand déplacement, l'élite européenne qui a détruit la Libye, entre autres, un pays qui n'était pas du tout un paradis, entendons-nous bien, n'est-ce pas, loin de là, mais qui marchait. Et c'est déjà très difficile dans cet Orient, cette Afrique compliquée. La Libye est peuplée d'une centaine de tribus qui ne s'entendaient pas du tout entre eux. Et donc il fallait le pouvoir dictatorial, diront certains, autoritaire, soutiendront d'autres, pour tenir tout cela. Le pays a été détruit. La moitié d'enfants exterminés par le bombardement de l'OTAN, faut-il le rappeler, avaient moins de 10 ans. Moins de 10 ans. Donc ce n'est pas seulement les djihadistes qui étaient tués, tant mieux, allait-on dire, mais les femmes, les enfants, et les femmes vivent maintenant un calvaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont violés, ils retombent un peu dans la misère totale, mais dans la misère noire. Pourquoi tout cela? Et donc, dans la tête de ce jeune auteur, Vivien de Linden, naît cette idée. Mais pourquoi ne pas punir tous ceux qui ont jeté ce pays, mais la France aussi, la France où la situation lui paraît aussi scandaleuse, en ce sens qu'on peut, dans ce beau pays, dans une ville prospère, Toulouse pour ne pas la nommer, entrer dans une école et commencer à tuer les gens à bout portant. Mais dans quel monde vivons-nous? Et Vivien de Linden cite ces statistiques qui le troublent et qui l'émeuvent. 75 000 femmes sont violées par an en France. 75 000 femmes, c'est-à-dire 8 femmes par heure. 8 femmes par heure. Notre conversation durera donc 1 heure. Vous imaginez le nombre de femmes qui vont être violées ou tuées ou en tout cas violentées dans ce pays. Et l'idée naît de ce scandale-là. Ce n'est pas du tout un caprice d'un petit jeune qui se dit identitaire et qui commence à inventer n'importe quoi. Et puis, il y a aussi, ce qu'on sait très bien aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des situations semblables dans l'Europe d'aujourd'hui. Vous avez peut-être suivi les actualités de l'Islande. L'Islande, c'était un pays ruiné. Les banquiers libéraux ont détruit ce pays. Qu'est-ce que les Islandais ont fait? Ils ont arrêté ces banquiers, ils les ont mis, qui étaient des gangsters, à vrai dire, des gangsters, des financiers gangsters. Ils les ont mis en prison, ils ont changé la constitution et ils ont refusé de payer les dettes de ce pays. Et pour l'instant, l'Islande ne s'en porte pas moins bien. Donc, voyez-vous, bien sûr, l'Islande, c'est un tout petit pays. Là, Vivien de Linden... Là, il y a 30 millions de personnes qui sont déplacées. Bien sûr, c'est une métaphore. C'est une métaphore, vous l'aurez compris. Et d'ailleurs, lui-même, c'est ça l'intérêt de ce personnage. Ce n'est pas un personnage figé dans ses obsessions, c'est un personnage qui évolue. Et déjà, à l'intérieur de ce roman, il comprend que non, ce n'est pas une issue. Ce n'est pas une issue. Ça peut être une proclamation, un roman manifeste, un coup de poing, mais derrière, il faut réfléchir aux conséquences. Alors, je ne sais pas si l'académicien, lorsqu'on lui envoie un manuscrit, essaye de le faire publier, mais donc le narrateur ne met pas le brûlot à la poubelle, le lit, en parle, et va en parler à un certain Gabriel Osmonde.
il se trouve que Au-delà des frontières, qui est le titre de votre roman, s'applique aussi à vous, parce que Gabriel Osmonde, jusque-là, c'était un pseudonyme sous lequel vous écrivez. Vous avez écrit 4 livres. Donc une partie sous le nom d'André Makin, 4 livres sous celui de Gabriel Osmonde. Et puis, depuis la Grande Librairie, en fait, j'ai appris que André Makin, c'était aussi un pseudonyme, et qu'en digne fils de Tchekhov, finalement, il y a peut-être une dizaine de pseudonymes derrière vous que l'on va découvrir. Mais donc, pour la première fois... Je peux vous rassurer tout de suite, il n'y a pas 36 pseudonymes, mais voyez-vous, le plaisir de converser avec vous est intense, mais... derrière ce plaisir, il y a des dizaines d'interviews qu'il faut donner, il faut aller dans des villes lointaines. Quand on écrit sous un pseudonyme, on vous laisse complètement tranquille. Vous imaginez, vous n'avez que ça à faire. C'était ça que vous recherchiez? Je recherchais le silence, je recherchais la totalité, la tranquillité. Et je vous dis que ce mode de vie me convenait très bien. Je me disais peut-être l'écriture doit être cela. Dans notre monde communicatif, c'est impossible, ne serait-ce que vis-à-vis de l'éditeur. Vous voyez, il faut se battre pour le livre, vous le faites, vous êtes une combattante du livre. Et il faut saluer cet exploit, parce qu'aujourd'hui, ça devient un exploit, se battre pour un livre. Donc, il faut aussi, comme on dit, aller au charbon, mais communiquer avec les lecteurs. Mais je dirais même pas communiquer, mais communier plutôt. Parce que la lecture d'un roman, c'est une communion. Souvent, les lecteurs comprennent certaines choses qui échappent à l'auteur. Pour l'auteur, ça paraît tout à fait banal. Mais l'expérience d'un lecteur fait que ce petit détail devient existentiellement parlant très, très important. Et donc, ce travail est nécessaire. Mais en même temps, comprenez-moi, c'est vrai que c'est un autre mode de vie quand personne ne vous juge et quand vous pouvez vous passer de ces jugements. On ne peut pas ne pas penser évidemment à Romain Gary et à Émile Ajar, mais là il y avait quand même une notion de jeu qu'il n'y a pas chez vous. Alors si Gabriel Osmonde vous a servi finalement à vous isoler un peu du brouhaha du monde, pourquoi vous l'avez abandonné comme pseudonyme et fait entrer comme personnage dans ce livre? Oui, je ne l'aurais pas abandonné si je n'avais pas été trahi, si j'ose dire, mais très amicalement, par nos chers amis universitaires. Parce que les universitaires, ils ont une lecture différente. Ils ont commencé à lire Osmonde. Ils se sont dit, ceux qui connaissent l'œuvre de Makin, disant, mais tiens, il y a quand même des correspondances, c'est pas possible. Et comme leur lecture, c'est au scalpel, ils ont commencé à voir les parallélismes, les correspondances, et puis même, ils ont fait un jour un colloque, ils ont organisé un colloque, Makin versus Osmonde. Donc, ils m'ont découvert. À partir de ce moment-là, il ne fallait pas que je me cache. Et de toute façon, Osmonde était important pour moi parce que Makin n'aurait pas abordé les sujets que Osmonde abordait. Makin, vous voyez, dès que je rencontre un éditeur, pour lui, Makin, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui vient de cette Sibérie mythique, et ce Sibérien mythique écrit sur la Russie, un point c'est tout, sans comprendre que certains de mes romans sont consacrés à l'Afrique, les autres se passent en Australie, aux États-Unis, etc. Donc je ne suis pas du tout, cantonné dans ce vaste pays qui est la Russie. Déjà, il est difficile d'être cantonné en Russie, parce que c'est trop vaste. Mais vous voyez, Osmonde m'a permis cet affranchissement. Et donc, sous le pseudonyme de Gabriel Osmonde, c'est vrai que vos livres ont été moins connus, moins lus que ceux d'André Makin. On a l'impression en même temps que ce Gabriel Osmonde est le maître à penser, a rencontré votre jeune Vivien de Linden et a essayé déjà de lui donner une certaine philosophie de la vie, de le rendre moins identitaire, de lui expliquer la beauté du monde. C'est le rôle qu'il jouait aussi pour vous, parce que finalement, les 4 livres que vous avez écrits sous ce pseudonyme-là parlaient d'une autre naissance, de la philosophie de la vie, d'une autre voie, VOIE ou VOIX. Oui,
La philosophie de la vie, vous avez trouvé le mot qu'il faut. Osmond explique à ce jeune écrivain Linden une chose étonnante. On pourrait presque faire cette expérience avec vos lecteurs, mais ça ne marchera pas parce que certains ont déjà lu le livre. Mais quand je pose, j'ai souvent fait cette expérience, quand on pose à quelqu'un cette question simple, enfin on lui propose 3 chiffres, 1 million, 5 millions, 10 millions. Et on demande, surtout aux jeunes, on demande combien de jours dure votre vie. Dites-moi sans calculer. D'habitude, les gens disent 1 million, je ne sais pas, 5 millions. Notre vie dure entre 20 et 30 000 jours seulement, une poignée de jours. Et donc, quand Osmond explique cela à Linden, Linden est effaré. Lui qui se croyait éternel, comme font tous les jeunes. Donc, quand on s'en aperçoit, on a vécu déjà peut-être la moitié, peut-être le tiers, et un quart de la vie. Donc, ça peut paraître extrêmement pessimiste comme idée. Et en même temps, voyez-vous, si la vie est... Ou lucide. Ou lucide. Mais si la vie dure si peu, s'il nous reste quelques milliers de jours à vivre, c'est là où on peut se tourner vers l'essentiel. On peut se dire, écoutez, tout ce que j'ai vécu avant, ces idées identitaires ou nationalistes ou racistes, ou comme pour la mère de Vivien, Gaïa, c'était plutôt l'autre spectre politique, c'est-à-dire c'est une femme qui a suivi toutes les voies valorisées par la société. Elle était une journaliste sociétale, elle était une militante humanitaire, elle s'est battue pour une France multiraciale, multiconfessionnelle, multiethnique. La France doit être multi-tout. Elle s'est battue et puis elle a compris que cette voie était une impasse aussi. Et donc ces 2 personnages, finalement, son fils et Gaïa, sa mère, Gaïa, qui sont au début en conflit permanent, ils se rapprochent parce qu'ils comprennent tous les deux que la voie véritable, au-delà de ces 20 000 ou 30 000 jours qu'on vit, est ailleurs. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que notre identité, c'est la fugacité. La fugacité, si on compare cela avec quoi? Avec la vie de la Terre, avec l'histoire qui se compte en siècles, c'est vrai qu'on est très fugace. Mais un seul instant que vous vivez et que vous portez en vous éternellement. Il est éternel, il échappe au temps. Notre mémoire échappe au temps. Saint Augustin le disait très bien. Il disait « Memoria ipsa anima est ». La mémoire, c'est l'âme même. Quand vous essayez de définir votre âme, c'est vrai, c'est quelque chose de nébuleux, mais aucun théologien ne pourra vous dire ce que c'est que l'âme humaine. Saint Augustin le dit très bien, c'est tout simplement notre mémoire. Pas toute la mémoire, pas la mémoire, je ne sais pas, de ce verre d'eau ou de cette montre qui égrène ses minutes et ses heures. Non, pas du tout. Mais ces instants que Osmond appelle des instants pérennes qui ne passent pas et qui forment cette alternessence. C'est de cette alternessence que le roman parle. Donc il y a bien sûr un diagnostic qui peut paraître scandaleux, un coup de poing, un brûlot au début, mais il y a aussi un pronostic dans ce roman. Et le pronostic, c'est comment cette femme qui se retrouve, Gaïa, la mère de Linden, qui se retrouve au bord du suicide, comment elle peut être sauvée. Il y a quelque chose de très matériel, de très simple, de très concret. Une femme de 52 ans qui est prête à plonger dans le néant. Et l'homme, donc le narrateur, qui se dit, mais quel argument trouver? La philosophie lui parlait de Dieu, lui parlait de l'âme. Oui, c'est facile à dire, mais non, c'est pas ça qui décidera à cette femme à ne pas franchir le pas. Oui, car la vraie histoire du livre, la voilà, c'est la mère de Vivian Linden. On peut dire qu'en fait, Vivian Linden est mort. Et c'est la mère qui rencontre le narrateur. Et c'est cette histoire d'amour tout en pudeur qui naît. Et qui naît aussi et qui grandit en imaginant ce que vous appelez une alternaissance, qui part du principe qu'il y a une première vie biologique, une deuxième vie sociale, et puis une troisième vie, alors qui peut être simplement des instants pérennes devant la beauté du monde, ou aller plus loin
et devenir vraiment, aller hors du temps social. Oui, à quel point c'est difficile à exprimer cette troisième naissance. La première naissance est très simple, c'est que nous sommes des êtres biologiques, nous sommes des animaux, oui, qui vivent 30 000 jours et puis qui meurent, qui disparaissent. La deuxième naissance, c'est très simple, cet animal devient un animal social, n'est-ce pas, une bête sociale. Il s'inscrit dans les rouages de la société, parfois il est flamboyant et riche et heureux, parfois il est miséreux et malheureux, mais ça ne change pas l'essentiel, c'est que dans 20 000 ou 30 000 jours, cet être disparaît. Ce que d'ailleurs les gens très riches ne comprennent pas. Ils voudraient, je venais de parler avec une de mes lectrices que j'ai rencontrée sur cette belle place, et nous avons parlé exactement de cela, nous avons évoqué l'exemple de, hélas un exemple triste, de Carlos Ghosn. Voilà un homme de 65 ans à qui il reste quelques milliers de jours, une poignée de jours à vivre, qui gagne... Sa troisième vie, là, n'a pas l'air idéal. Hein. L'espoir n'est jamais perdu. L'espoir n'est jamais perdu. Et donc, il gagne 15 millions par an et il poursuit sur cette lancée folle qui le mène dans une impasse totale. Et une impasse aujourd'hui que tout le monde connaît. Mais bien sûr, je parle là de ce que j'appelle, ce que Osmond appelle dans le roman, les héros, les joueurs ontologiques. Parce que c'est un jeu quand même. Oui, l'argent, c'est un jeu, la finance, c'est un jeu. Même la guerre, c'est un jeu atroce. C'est un jeu de prépondérance, de puissance, de surpuissance. Et les gens continuent à jouer à ces deux jeux-là, un jeu biologique et un jeu social, sans comprendre que c'est exactement ce jeu qui tue aujourd'hui la planète. S'enrichir, se répandre, s'étendre, augmenter la productivité, au nom de quoi? Au nom de la fin de cette civilisation, de l'effondrement de cette civilisation qui est devant nous. Nous parlions avec cette lectrice, c'est inconnu pour moi en tout cas, et elle m'a dit, mais c'est vrai que le climat change, pour nous c'est plutôt un avantage. Je dis, mais pour les Sibériens aussi, pour Nancy et pour Sibérie, c'est l'avantage, parce qu'on peut peut-être produire plus de végétaux dans ce climat plus chaud, mais sinon c'est une catastrophe. Avec la montée des eaux, avec la pollution, les Français ne peuvent plus circuler aujourd'hui, les Français, enfin surtout les Parisiens. Il y a des milliers d'hommes et de femmes qui meurent de la pollution, tout le monde le comprend. Il y a démographie. Tout a commencé par 100 millions d'habitants en Afrique au début du siècle, du XXe siècle, 100 millions d'habitants. 2020, c'est-à-dire demain, 1 milliard et demi, 15 fois plus. Imaginez, je ne sais pas combien de centaines nous sommes ici, 15 fois plus. Mais on n'aurait plus une chaise de libre, on n'aurait plus un mètre carré de libre dans cet espace. Et ça, ce n'est pas du tout, comment vous dire, des renseignements secrets. C'est ce qui se passe devant nos yeux. Et donc, malgré cela, l'homme est lancé dans cette fuite en avant, avec une âpreté au gain, avec un dynamisme diabolique, pour faire quoi? Pour arriver où? Pour s'oublier, pour se nier dans son être profond, pour dépenser ces quelques milliers de jours qui lui restent en quoi? En quelque chose qui n'est pas essentiel. Alors, vous parlez dans votre livre, et Gabriel Osmond, lui aussi en parlait dans les livres précédents, d'une confrérie qu'il a rencontrée, qui s'appelle les Diggers. Est-ce qu'elle existe vraiment? Qui justement, loin de la mystique, loin d'une secte, prône finalement ce retour peut-être à un idéal loin de tout, loin du brouhaha du monde. Pardon, j'ai dit que ce n'était pas une secte, donc je maintiens. Ces Diggers, vous les avez rencontrés comment? J'ai rencontré leur fondation en Australie, au Tibet et en Afrique. Donc, mais quand je vous parlais de la confrérie, les Diggers soutiennent cette idée simple et en même temps très importante pour leur doctrine. Chaque homme peut être une fondation, chaque homme peut être une confrérie. On n'a pas besoin de créer justement une confrérie. Et ceux qui croient
en la troisième naissance, en alternaissance, il devient, c'est digger. Digger qui veut dire to dig, creuser au-delà des mensonges au milieu desquels nous vivons. Et ce qui est intéressant, je parlais avec un journaliste à Bordeaux et brillamment, après avoir lu le livre, il a exposé la doctrine des diggers. Il me dit, mais qui sont les diggers que ça existe? Je dis, oui, devant moi, il y a un digger, c'est vous. Pourquoi? C'est tout à fait suffisant de lire cela. Ce n'est pas une religion constituée, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de rituel, rien de tout cela. Mais juste la foi dans cette troisième naissance. Et c'est très simple. L'homme qui se dit, est-ce qu'il y a en moi quelque chose qui dépasse mon être biologique périssable qui va disparaître dans quelques milliers de jours? Est-ce qu'il y a en moi quelque chose qui dépasse mon statut social? Qu'il soit important, très important, ou qu'il soit assez banal, est-ce qu'il y a juste une parcelle d'être qui dépasse ces deux identités? S'il répond par un oui, il devient digger, automatiquement. Il peut répondre oui par la religion aussi. Oui, mais par la religion. D'abord, hors de l'Église, point de salut. N'est-ce pas? Vous êtes attendu à la sortie par un bon prêtre, très sympathique, mais qui dira, cher ami, venez, je vais vous expliquer. Il y a la théologie, il y a les rituels, il y a la confession. Donc, il y a une véritable machine intellectuelle pour dire quoi? Et je ne suis pas du tout anti-religieux, je respecte toutes les confessions. Pour dire quoi? Pour dire que vous êtes immortel. N'est-ce pas? Que vous êtes immortel, que peut-être une autre vie, si vous ne péchez pas trop, vous attend. Et encore, il y a un grand doute là-dessus, un très grand doute. Chez les protestants, ce doute est immense, parce que c'est juste par la grâce de Dieu que vous pouvez devenir immortel ou non. Chez les catholiques, c'est un peu différent, mais voyez-vous, c'est déjà cette théorie... Heureusement qu'il y a l'Académie française. Là, au moins, vous êtes immortel. Oui, mais ça, c'est un clin d'œil. Oui. C'est un clin d'œil. Personne ne se croit immortel à l'Académie française, vous savez. On s'en amuse beaucoup. Mais bon, c'est déclaré ainsi, donc on peut s'y fier. Mais ce qui manque à toutes les religions, c'est le concept même du but. La religion vient du mot religare, relier. Mais, chère Françoise, pourquoi dois-je être relié par une religion, par les confessions, par un rituel, par la présence d'un prêtre à vous? Mais nous sommes déjà terriblement reliés en ce sens que nous allons disparaître tous les deux, que nous sommes très fugaces et que ce seul instant que nous vivons maintenant peut ne jamais se reproduire. Un jour, vous m'avez fait un immense cadeau. Je vous ai signalé la présence d'un tableau dans ce grand hôtel et quel n'était pas mon étonnement, j'ai reçu par l'intermédiaire de mon attaché de presse une très jolie reproduction. Vous m'avez fait le plus grand cadeau que j'aurais pu imaginer. Et donc, voyez-vous, cet instant-là, il est préservé dans le cadre de ce tableau qui est maintenant suspendu au-dessus de ma table de travail. C'est peut-être ces instants-là qui nous relient beaucoup plus que cette énorme logomachie religieuse qu'on doit respecter, parce que celui qui croit, c'est déjà mieux qu'un homme ou qu'une femme qui dit « mais je ne crois à rien, ma vie ne vaut rien, et de toute façon, tout cela est absurde ». Non, celui qui cherche, celui qui dit « il y a quelque chose », que ce soit Dieu, que ce soit l'éternité, c'est déjà mieux qu'un homme parfaitement cynique qui croit que la vie humaine, la vie de son prochain, ne vaut rien. Et nous, ce qui nous relie tous ici, en plus, c'est le livre. Je voudrais, parce que la langue d'André Makin est toujours magnifique, je l'ai dit, c'est une langue extrêmement pure, citer justement un passage dit par Gabriel Haussmann dans le livre. On ne va pas tout dévoiler, évidemment, donc c'est volontairement que je passe toute une série de chapitres. Nos vraies identités sont ces 93 milliards d'années-lumière que mesure, semble-t-il, l'univers observable. Notre nature de brin de poussière dans cet abîme. De même, notre vraie couleur de peau. C'est ça, oui, ce reflet argenté de la lune sur nos mains, une nuit d'automne dans ce coin perdu du Caucase. Quant à ceux qui se croient supérieurs, il faudrait leur expliquer que la seule supériorité est de savoir sortir du jeu, quitter la scène où tout le monde joue faux, tiraillé par la peur de manquer
et la panique de la mort. C'est exactement ce que vous expliquez. C'est le passage qui exprime cela. Imaginez ce brin de poussière qui est notre terre, qui est submergé de sang. Les guerres ne se terminent jamais sur cette terre. C'est-à-dire ça se termine peut-être en Libye, ça se déclenche ailleurs, là maintenant entre l'Inde et le Pakistan. Il y a toujours des gens qui sont massacrés avec des raisons absolument stupides. Et même, sans parler des guerres, il y a une guerre interne, une guerre des classes, une guerre des races, une guerre de religion qui a été importée en France et les Français ne savent plus quoi faire. Comment traiter ce nouveau phénomène qui vous paraissait complètement oublié. La Saint-Barthélemy, quand même, il y a déjà plusieurs siècles qu'on ne s'en souvient même pas. Et tout à coup, cette Saint-Barthélemy, à une sauce tout à fait différente, renaît en France. Comment traiter cela? Comment penser qu'un enfant peut voir, un enfant de 5 ans, je parle de cette école toulousaine, juive ou pas juive, à la limite, ce n'est pas tellement important. Dans ce cas-là, c'est un enfant qui n'a pas encore de religion à 5 ans. Est-ce qu'on a une notion, une conception théologique? Bien sûr que non. Et donc, il voit son camarade tomber, la tête trouée par une balle, ensanglantée. Il sait ce qui va lui arriver. Il voit le canon du pistolet. Est-ce qu'on peut imaginer dans ce beau pays qu'est la France un garçon qui est torturé, j'évoque cet exemple, pendant 3 semaines, il est brûlé, puis il est brûlé à l'acide pour enlever les traces de l'ADN des tueurs, pendant 3 semaines. Donc c'est un martyr qu'il a vécu, ce jeune Halimi. Oui. Et ça se passe devant nous. On essaie parfois de tourner la tête, de dire non, mais vous savez, ça va s'arranger, ce n'est pas si grave que ça. Linden, c'est quelqu'un qui dit non, c'est grave, on ne peut pas supporter ça. Oui, il le dit, mais avec les mauvaises solutions aussi. Il ne les a pas, les solutions. Mais on va laisser les lecteurs découvrir à l'intérieur de votre livre aussi cette progression entre le diagnostic qu'il fait, les solutions qu'il imagine, et puis l'histoire d'amour qui naît entre sa mère et le narrateur, et puis cette 3e partie qui est extrêmement sereine, apaisée, où loin du monde, justement, se trouve la sérénité. La sérénité, chez vous, j'ai l'impression aussi que vous la trouvez dans l'art. Tout à l'heure, vous avez eu la gentillesse de rappeler ce tableau. Je vous coupe, Françoise, oui. Excusez-moi. Ce qui est formidable de ce tableau, j'invite nos lecteurs de le regarder, c'est un tableau très simple. Je ne sais pas si c'est un maître, c'est peut-être un peintre local, autochtone. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il s'agit d'une femme et de son bébé. Et d'habitude, je vais vous dire franchement, comme je le ressens, quand je vois les madones, les vierges, ça me glace un peu. Oui, il y a quelque chose d'hiératique, de très grave, comme ça, ils vous écrasent par leur présence. Il y a quelque chose de religieux, au bon ou mauvais sens du terme, oui. Tandis que là, c'est juste une femme, avec son bébé, qui pourrait être une vierge, mais en même temps très humaine. Oui, et le regard de son bébé. Les bébés sont d'ailleurs très laids souvent, les pauvres, dans les bras de ces madones. Ils sont joufflus, vous voyez, ils sont un peu obèses. Donc cet enfant est d'une grande sérénité, d'une grande grâce, comme cette femme très simple. Ce n'est pas du tout une vierge, et qui aurait pu l'être. Et voyez-vous, la théorie de l'alternaissance, c'est bien cela. C'est que c'est proche de la religion, parce que les gens sont reliés, relegare, comme je l'ai dit, par cette vision de l'alternaissance. Mais en même temps, ils nous vous imposent une doxa, ils ne vous imposent pas un dogme, ils ne vous écrasent pas sous une iconostase, des saints, vous voyez, devant lesquels il faut prier et être écrasé par ce Dieu qui peut vous punir à tout instant, etc. Ça, c'est très difficile à vivre aujourd'hui par l'homme moderne, vous voyez, qui a dépassé quand même ce degré du religieux qui était écrasant. Le Père Fouettard, Dieu le Père Fouettard, qui va vous punir dans toutes les religions. Oui. Mais en même temps, ce travail sur soi que l'on peut faire de façon intérieure, on n'est pas non plus forcé d'aller au bout du monde, de laisser sa famille, de laisser tout le monde, on peut le faire sur soi.
Et c'est ce que certains appellent l'âme, mais c'est aussi ça, pouvoir avoir un temps de réflexion. Vous, votre troisième naissance, est-ce que ce n'est pas l'écriture aussi finalement? Non, l'écriture, c'est la communion, c'est-à-dire c'est la tentative d'expliquer ce que je ressens. C'est Chateaubriand, vous savez, qui a dit ça merveilleusement bien. Elle dit il faut écrire toujours sur son cœur, mais ce cœur, il faut le prêter à quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr, vous parlez de vous-même, même si demain j'écrirais sur Jules César, il serait quand même un peu moi. Oui, Madame Bovary, c'est moi, disait Flaubert. Mais cette idée, finalement, de s'exprimer, mais à le prêter à un personnage qui est différent de vous, parce que c'est là où il y a un test. Ça passe ou ça casse. Si le personnage, si ce cœur ne continue pas à battre, à vibrer dans la poitrine d'un autre, c'est que votre démarche est fausse. C'est qu'il y a quelque chose qui manque à ce cœur-là. Et sans doute, voyez-vous, mon cœur, il se bat aussi et dans ce petit Linden dont je n'accepte pas du tout la vision, qui me paraît extrêmement réductrice et violente, mais aussi dans le cœur de cette femme. Et de toute façon, vous avez une véritable empathie pour tous vos personnages, pour toutes les voix que vous mettez dans vos livres. On sent que vous ne les jugez pas, vos personnages. Chaque voix a le droit de s'exprimer et vous les aimez toutes. Oui, c'est très évangélique ce que je veux dire. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. C'est quelque chose de très juste. Et même, oui, pour ne pas citer un autre pape, qui suis-je pour juger? Donc le jugement, c'est toujours une visée moralisatrice. Je suis au-dessus de vous, je suis supérieur à vous, j'ai mon expérience qui est écrasante et qui est beaucoup plus importante que la vôtre, je vais vous expliquer. Non, c'est une mauvaise posture. Expliquez-nous votre expérience et donnez aux autres la possibilité de la découvrir. Et ça sera bien plus efficace que n'importe quelle morale, quelle leçon de morale. Expliquez-nous ce que vous ressentez. C'est ça la démarche d'un écrivain. Et alors, au-delà des frontières, quand il y a frontières, il y a franchissement, il y a affranchissement aussi souvent. Ce titre, vous l'avez choisi, pourquoi en premier? Est-ce que c'est la frontière entre Gabriel Osmond et André Macquin? Est-ce que c'est la frontière entre les naissances? Est-ce que c'est la frontière? Vous êtes un romancier sans frontières, vous, donc... Mais vous avez fait un joli jeu de mots, franchissement, affranchissement. Oui, franchir, ça n'a pas de sens libérateur en soi. On franchit une barrière, on franchit une frontière, mais affranchissement, c'est tout autre chose, c'est la délivrance. La délivrance. Je pensais exactement à ça, vous l'avez parfaitement deviné. Franchir d'abord tous les mensonges de la société que la société fabrique aujourd'hui, tout ce qu'on appelle le politiquement correct, la pensée dominante, etc. Et ce que fait Vivien de Linden. Pourquoi il se bat, il le fait de façon extrémiste, extrême ou extrémiste, identitaire, oui, bien sûr exagérée. Mais peut-être il faut cette violence pour dépasser ce magma du politiquement correct qui nous embrouille tout le temps. Et je le constate, vous savez, comme un ancien habitant d'un pays totalitaire. Je suis très sensible à ça. Pourquoi? Parce qu'en Russie, en parlant avec quelqu'un d'autre, on sentait tout de suite le degré de sa cachotterie. Quelles sont les couches de protection qu'il met? Parce qu'il avait peur d'être dénoncé, il avait peur de dire un mot un peu imprudent. Et ce qui m'attriste, ce qui m'accable même, c'est qu'en arrivant en France, je retrouve la même chose. Vous parlez avec un homme ou une femme et avant de lui ouvrir très sincèrement votre cœur, vous devez calculer. Donc, est-ce que cette femme, mais si elle est lesbienne, il ne faut pas que j'évoque cet aspect de notre conversation. S'il est musulman, non, il faudra que je me censure un peu. Et s'il est ceci, et s'il est cela. Mais attendez, ou bien vous ne croyez pas en cette personne, en son honnêteté, en son ouverture, ou bien il faut rester hypocrite. Et donc cette hypocrisie nous étouffe. Dans le langage politicien que vous connaissez sans doute bien, on l'entend tout le temps. Non. On l'entend tout le temps à la radio, à la télévision, vous savez, ce langage-là. Et il faut plusieurs niveaux de lecture pour comprendre ce qui se cache. Ce qui se cache, oui, il faut décrypter chaque fois. Mais pourquoi décrypter? On n'est pas dans un pays totalitaire.
Pourquoi ne pas citer les exemples effrayants que j'ai cités? Vous voyez, ces enfants qui sont abattus à bout portant, et puis se poser la question, mais non, ce n'est pas la misère des banlieues qui fait ça. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons évoqué ce sujet, j'ai dit, dans un tiroir de ce tueur, à son domicile, on a trouvé 20 000 euros. Donc ce n'était pas un miséreux qui tuait, je ne sais pas par quelle révolte sociale, parce qu'il détestait ceci ou cela. Ce n'était même pas un gilet jaune. À la limite, un gilet jaune, on peut le comprendre, quelqu'un qui gagne mal sa vie, donc il se révolte. Mais ce n'était même pas ça. C'était une haine à l'état pur. Et on ne peut pas en parler. Donc il faut toujours trouver des circonvolutions pour cacher ces idées. Et donc ça, c'est le premier franchissement. Et le deuxième franchissement, c'est de traverser la frontière de nos deux premières naissances. Ne pas être seulement un bout de chair périssable et ne pas être seulement un petit rouage social que nous sommes tous, d'une façon ou d'une autre. Alors, nous arrivons dans le dernier quart d'heure de cette rencontre et je sais que vous avez horreur de parler de vous, que vous dites que lorsque on accole une bio, on détruit une œuvre. Je veux quand même vous faire dire un mot sur l'Académie française parce que le jeune enfant russe, orphelin que vous avez été, qui a rêvé de la langue française, qui est venu en France et qui arrive à l'Académie française. J'imagine que ça doit représenter... Hélène Carrère-Dancos, ici, en a longuement parlé de ce que ça a représenté pour elle d'entrer à l'Académie. Alors, avec toute votre pudeur et la détestation que vous avez pour parler de vous, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Est-ce que c'est la France, là, complètement, qui vous a ouvert les bras? Je n'ai jamais vécu ça comme quelque chose de réel, pour tout vous dire. Ça restait magique, et je pense que ça reste encore magique. Donc si je commence à réfléchir, il y avait bien sûr des arguments pour et contre. L'argument contre, c'était mon accent. À plusieurs reprises, j'ai exprimé cette réticence à Madame le secrétaire perpétuel, Hélène Carrère-Dancos, en disant, écoutez, avec mon accent effrayant, quand même, l'Académie, c'est le sommet. Donc il faut être irréprochable à tout point de vue. Mon accent est extrêmement visible, audible. Et heureusement, ce qui m'a sauvé un peu, c'est la présence de Michel Serres, parce que Michel Serres parle avec un fort accent du sud-ouest. Et je me suis dit, finalement, l'un vaut l'autre. Parce que c'est vrai que l'accent russe est assez rocailleux, mais l'accent du sud-ouest, il est très typé. Très typé. Et comment vous dire, ça m'a un peu décomplexé, pour tout vous dire. Donc, oui, je lui suis très reconnaissant. Mais maintenant, quand vous dites, vous savez parler de soi-même, on peut bien sûr citer Aristote qui disait « l'homme parfait ne parle jamais de lui-même », enfin, je ne suis pas assez parfait. Mais un jour, il y avait une lecture, un peu comme dans notre salon, une lecture de poèmes faite par Louise de Collet, donc Louise Collet, la maîtresse de Gustave Flaubert et d'autres personnages aussi. Et Georges Sand, qui était présente, il l'a écoutée attentivement, puis il s'est approché d'elle, et pour que tout le monde entende son jugement, il a dit « Madame, vous avez les bras et les épaules d'une statue grecque. » Et donc c'était finalement, ce n'était pas un compliment du tout. Il l'a complimenté sur sa prestance physique pour dire que, écoutez, vos poèmes, vous savez, madame, ça n'a aucun intérêt. Et donc, chaque fois quand un journaliste me pose des questions sur moi-même, j'ai l'impression que mon livre ne l'intéresse pas du tout et que c'est finalement par ce biais biographique mais que moi, je deviens... c'est pas ça. Hein. Non, je comprends très bien. C'est pour ça que je suis assez réticent, voyez-vous, parce que l'essentiel, c'est quand même ce qu'on laisse dans les livres. Ce qu'on laisse dans les livres. Bien sûr. Alors, il y a quand même une anecdote que j'ai retrouvée en préparant cette rencontre que je trouve assez extraordinaire. Quand vous étiez en URSS, sous le rideau de fer, parmi les livres qui étaient sinon interdits, en tout cas difficiles d'accès, il y avait un enfant de Gogol
d'un certain Dominique Fernandez. Et c'est ce Dominique Fernandez qui vous a accueilli à l'Académie française. Ça, vous pouvez peut-être nous le raconter. Comment cela se passe ? Les enfants de Gogol. Oui, moi j'ai été attiré par le titre. J'ai été intrigué parce que Gogol est un grand écrivain. C'était dans les années russe, 70 ? 70. Et je me dis, mais pourquoi cet écrivain français qui n'a rien à voir avec la Russie écrit un livre sur les enfants de Gogol, tout en sachant que de Gaulle n'a jamais eu d'enfant. Je pense qu'il n'a jamais connu de femme, d'ailleurs. Il n'a jamais eu de femme dans sa vie. Et d'ailleurs, on disait que son cœur se trouvait non pas à gauche, mais à droite. Enfin, peut-être c'est un racontard, mais en tout cas, il était vraiment un personnage très étrange. Et surtout qu'il n'avait pas d'enfant. Et donc, j'ai découvert ce livre, Les enfants de Gogol, de Dominique Fernandez. Et il était dans un fonds spécial, c'est-à-dire les livres qu'on consultait, mais avec 3 tampons, avec les autorisations. Je me cassais la tête pour comprendre pourquoi. Et finalement, je pense que c'est à cause de l'homosexualité de Dominique Fernandez, il ne s'en cache pas d'ailleurs, dans son régime très prude, qui était le régime soviétique, vous voyez, un homosexuel, c'était quand même une présence assez diabolique. Et donc, le livre était rangé quelque part parmi les livres interdits. Et c'est quand même incroyable que ce soit lui, académicien, qui vous accueille, qui fasse le discours de réception. Oui, mais il a parcouru un long chemin depuis des années 70, parce que ça, je pense que c'était son 2e roman. Il en a écrit énormément d'autres, et il a écrit de très beaux livres sur la Russie. Sur la Russie, le Transsibérien, c'est un très très beau livre. Et de temps en temps, je me dis, voyez-vous, un étranger peut être plus attentif, plus perspicace, plus sagace quand il regarde la réalité russe qu'un Russe. Pourquoi ? Parce que le russe, pour un Russe, c'est de la banalité totale. Oui, il voit la neige tomber, la Sibérie, tiens, je suis né en Sibérie. Dès que lui, en venant de son Perpignan, où il a une maison de ce pays chaud, en se retrouvant sur ce ciel froid de Sibérie, il est beaucoup plus attentif à certains détails. Et il nous fait découvrir à nous autres, les Russes, des détails qu'on n'aurait jamais remarqués. Et alors, à vous, qui êtes de nationalité française aujourd'hui, mais russe, je me souviens de François Nourricier qui disait que vous étiez un écrivain russe de volonté française. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter justement à l'Académie française comme regard nouveau ? Est-ce que vous avez un projet particulier ? Est-ce que vous allez vous investir particulièrement sur le dictionnaire ? Le dictionnaire, oui. Le dictionnaire, c'est le cœur du réacteur, en quelque sorte. À chaque séance, où nous parlons beaucoup des mots, enfin, nous les soupesons, nous trouvons des nuances. Justement, c'est un travail passionnant pour un écrivain, mais pas seulement pour un écrivain. Il y a, par exemple, parmi les académiciens, un très grand ophtalmologue, le docteur Pouliken. Et donc, quand il s'agit, par exemple, je ne sais pas, un mot, vision, mais là, il est dans son élément. Il vous donne des petites nuances sur l'œil. Vous êtes donc toujours sur le V. Je pense, oui, ça progresse très lentement. Ça fait plusieurs années que vous travaillez sur le V. Très lentement, oui. Et oui, imaginez, par exemple, nous avons parlé de Michel Serres, qui fut, dans sa jeunesse, un marin d'ailleurs, d'une certaine responsabilité, parce que je pense que ce n'était pas un simple matelot. Vous voyez. Et donc, quand il vous commence à parler des vents, de la force du vent, de la direction des vents, des vagues, etc., il a tout ce vocabulaire maritime qu'un homme lambda, moi par exemple, je ne le connaissais pas, donc j'apprends énormément de choses. Sans doute il y a aussi des domaines que je connais un peu mieux, donc je peux apporter ma contribution. Les académiciens sont très très divers, ce sont des personnalités fortes avec un passé complètement contrasté. Oui. Et du coup, oui, comment vous dire, la conjugaison, la conjonction de ces esprits fait que le mot, à chaque mot français, acquiert vraiment ce sens essentiel qu'on cherche. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez inscrit sur votre épée d'académicien ? Oui, mettre les mots sur les choses, qui à mon avis, la mission d'un écrivain. Parce que vous savez, Nabokov disait quelque chose de très juste, qui me paraissait au début comme un jeu. Il disait: je souffre beaucoup des choses qui sont innommées dans ce monde.
innommées, c'est-à-dire qu'il y a tant de choses. Oui, bien sûr, on peut nommer ces tables, oui, les bouteilles, les verres, enfin des mots très banals. Mais entre ces mots, il y a quelque chose de mystérieux. Ne serait-ce que les couleurs. Vous voyez, ce couleur rouge, combien de mots nous avons pour désigner le rouge? Le rouge, l'incarnat, le pourpre, incarnadin, ponceau, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Vermeil, mais très peu. Et vous imaginez les nuances, ne serait-ce que là, toutes ces nuances du rouge, ou les fauteuils. Donc ce sont des mots de qualité qui, pour un peintre, ne posent aucun problème. Il prend son pinceau, il dilue et il trouve exactement ce... Oui, parce qu'il a un œil entraîné à trouver les nuances. Mais pour un écrivain, il n'a qu'une demi-douzaine, tout au plus une dizaine de mots pour exprimer toutes ces nuances. Et là, je vous parle de quelque chose de très banal qui sont ces gammes chromatiques. Mais l'âme humaine, vous imaginez que depuis des millénaires, les hommes et les femmes expriment leur amour par ce simple « je t'aime » dans toutes les langues, à toutes les époques. Essayez de l'exprimer différemment. Mais on se casse tout de suite la langue. Comment trouver les mots? Des petits chuchotis à l'oreille. Oui, mais quelque chose d'assez pauvre. Notre langue est indigente pour exprimer ce quelque chose qui nous habite tous, l'amour, enfin, l'attrait vers autrui. Et on reste à cela, n'est-ce pas? Je t'aime. Il arrive juste un poète espagnol baroque et qui dit cette chose qui me fait dresser les cheveux sur la tête. Je voudrais que tu sois morte et que je sois à terre pour t'étreindre éternellement. Bien sûr, une exagération, une hyperbole absolument folle. Mais il sent que cette femme va le quitter dans quelques années. Ils vont mourir tous les deux. Et donc, il préfère être terre pour l'étreindre éternellement. Donc, vous voyez, tout à coup, dans ce monde banalisé, dans ces mots passe-partout qui expriment l'amour, notre sentiment amoureux, tout à coup, ce poète trouve quelque chose, oui, trouve cet instant qui nous paraît baroque, donc inacceptable, et en même temps qui dit la violence de la passion, de sa passion. Alors, vous arrivez à l'Académie française à un moment où on parle de féminisation des mots. Quel est des mots et des professions? Quelle est votre propre impression sur le sujet? Je pense que l'Académie doit rester dans la grammaire et non pas dans l'idéologie. Donc tout ce qui est cette écriture inclusive, etc., pour moi c'est de l'idéologie, c'est pas du tout... Déjà, cette expression « tous celles et ceux », c'est un barbarisme total. Non, ceux, pourquoi? Parce que le masculin, en français, comporte aussi le féminin. Oui, ça c'est déjà un problème quand même. Mais non, il faut dire ceux, tous ceux, tous les Français, et les Français sont dans les Français. Sinon, il faut dire aussi, mais quel est le masculin de personne? Il n'y a personne dans cette salle. Mais personne au masculin. Et sentinelle, sentino, sentinelle, sentino, et hirondelle, hirondo. Voyez-vous, ça devient très vite absurde. Je pense qu'il faut laisser à la langue ses règles qui nous paraissent parfois imparfaites. Mais la langue, c'est un instrument très imparfait. Je vous l'ai prouvé avec les couleurs. Une demi-douzaine de mots en français ou en russe aussi pour dire toute cette variété de couleurs du rouge. Et donc, la langue restera imparfaite. J'ai fait une grosse faute parce que j'aurais jamais dû aborder ce sujet-là à 7 heures, alors que vous prenez le TGV à 8 heures et que j'ai promis de vous laisser dédicacer à partir de 19 heures. Mais vous savez, vous pouvez revenir à Nancy le 8 mars, parce qu'il y aura ici même, et c'est Marie-Madeleine Rigopoulos, qui est commissaire générale du Livre sur la Place aujourd'hui, qui animera
un débat sur la féminisation justement de la langue le jour de la journée de la femme. Donc si votre tournée vous permet de revenir, moi je pense que ce serait bien que vous soyez là. André Makin, en tout cas un immense merci d'être venu, de votre présence. Lisez Au-delà des frontières, lisez aussi les précédents romans vos précédents romans qui sont tous aussi beaux que les uns et les autres. Merci pour cette langue magnifique. Merci beaucoup.